Aujourd'hui, la guerre froide. Je vais corriger l'activité et vous proposer quelques petites ressources supplémentaires. 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale se termine en Europe. États-Unis et URSS sont considérés comme les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, à partir de 1945 et même avant, ces deux grands commencent à s'opposer et à se diviser le monde. L'URSS est très présente en Europe de l'Est, dont les États deviennent majoritairement communistes, ils n'ont pas trop le choix. L'armée rouge est présente et fait pression lors des différentes élections. Les États occidentaux voient cette situation comme une menace et décident de se regrouper autour des États-Unis. Ainsi, à partir de 1947, nous assistons à la formation de deux blocs antagonistes, c'est-à-dire qui s'opposent, et à la formation d'un monde bipolaire. Ce monde bipolaire veut dire un monde divisé en deux pôles. D'un côté, le bloc de l'Ouest organisé autour des États-Unis et de l'autre, le bloc de l'Est organisé autour de l'URSS. Commençons par le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Ouest est donc dominé par les États-Unis. Ces États-Unis mettent en place ce que l'on appelle la doctrine Truman. Le but est d'éviter que tout État tombe dans le communisme. Pour cela, première chose, ils offrent une aide économique aux différents pays. Cette aide économique est assortie d'une condition, le soutien intégral auprès des États-Unis. C'est ce que l'on appelle le plan Marshall. Donc les pays qui adhèrent à ce plan Marshall intègrent le bloc de l'Ouest. C'est le cas des pays d'Europe de l'Ouest comme le Royaume-Uni ou la France ou la Belgique qui s'empressent d'accepter cette aide financière. Il ne faut pas oublier que la totalité du pays ou de ces pays est à reconstruire. Le bloc de l'Ouest donc s'organise autour des États-Unis et à partir de 1949, face à l'opposition de Staline et du bloc de l'Est, ils vont constituer une alliance militaire appelée l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire qu'ils se mettent sous la protection des États-Unis, qui est la seule puissance de ce bloc à être une puissance nucléaire. Bloc de l'Ouest s'oppose au bloc de l'Est. Donc le bloc de l'Est, lui, est dominé par l'URSS. Le pendant de la doctrine Truman, c'est la doctrine Jdanov. Donc une doctrine, c'est une idée, et celle lancée par Jdanov, c'est bien évidemment qu'il faut soutenir l'URSS, puisque c'est la seule puissance qui soit démocratique et qui assure la liberté à son peuple. Comme les États-Unis lancent le plan Marshall pour venir en aide économiquement aux États détruits par la Seconde Guerre mondiale, le bloc de l'Est va faire exactement la même chose avec le CAEM, c'est-à-dire le Conseil d'aide économique mutuelle créé à partir de 1947. Même chose, l'URSS va amener une aide économique et financière aux États qui vont intégrer ce bloc de l'Est, c'est-à-dire la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie ou la Roumanie par exemple. Bien évidemment, l'URSS ne peut pas laisser se constituer l'OTAN sans réagir. Donc 1955, l'URSS va créer pour le bloc de l'Est sa propre alliance militaire sous le nom de Pacte de Varsovie. Donc on a donc deux blocs qui s'opposent, mais qui sont constitués de la même manière. Cette opposition arrive à ce que l'on appelle un équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur, c'est se menacer sans arriver à un conflit armé direct. Nos deux grands, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS, ont tous les deux l'arme nucléaire. Donc s'ils déclenchent un conflit armé, ce conflit sera forcément nucléaire et détruira le monde. Donc nous sommes face à une course à l'armement, c'est donc à celui qui aura le plus d'armes, c'est à celui qui aura le plus d'armes performantes. Ainsi, nous arrivons à une menace, mais qui ne va pas plus loin, d'où cette idée d'équilibre de la terreur. On fait peur, mais on ne déclenche pas la guerre. Cet affrontement, s'il n'est pas militaire, va trouver d'autres lieux pour s'effectuer. Donc c'est ce que j'ai appelé les affrontements idéologiques et d'opinion. Alors idéologique, puisque nous sommes face à deux modèles politiques, un modèle plutôt libéral avec les États-Unis et un modèle de démocratie populaire avec l'URSS. C'est aussi deux modèles économiques opposés. Les États-Unis prônent le capitalisme, c'est-à-dire le fait de gagner de l'argent.
tandis que l'URSS défend le communisme, le fait de mettre en commun. Chaque État se livre à une intense propagande dans le but de montrer que son modèle est le meilleur et que celui de l'adversaire est le moins bon. Cette guerre, je vous ai dit, touche tous les domaines. Va toucher le domaine du sport. C'est à celui qui aura le plus de médailles aux Jeux Olympiques, par exemple. Il va aussi toucher la course aux étoiles, c'est-à-dire l'espace. Ce sera le premier bloc qui enverra une fusée dans l'espace, un homme, une femme dans l'espace, et ensuite le premier qui arrivera sur la Lune. Nous n'avons pas d'affrontement militaire entre ces deux grands, d'où l'idée de guerre froide. Cependant, il y a ce que l'on appelle des conflits indirects, c'est-à-dire aussi des conflits périphériques, qui ne voient intervenir qu'un grand, réellement, face à un allié de l'autre grand. Alors, je vais prendre l'exemple de la guerre de Corée, 1950-1953. 1950, Staline, toujours au pouvoir en URSS, demande aux communistes coréens de rendre toute la Corée communiste et d'envahir le reste de la Corée. Il ne prend pas position clairement, par contre il va les aider de manière non officielle. Pour éviter que la Corée devienne totalement communiste, les États-Unis, eux, vont intervenir de manière directe, certes sur demande de l'ONU, mais ils vont intervenir quand même. Donc, on a donc une guerre due à la guerre froide, dans laquelle intervient directement un des deux grands, les États-Unis, dans laquelle n'intervient pas le deuxième, l'URSS, du moins il n'intervient pas de manière officielle. Même système pour la guerre du Vietnam de 1963-1973. L'URSS va armer les Vietnamiens communistes pour que la totalité du Vietnam tombe dans le communisme. Les États-Unis ne peuvent que s'y opposer. Ils vont donc intervenir militairement. Ce sera un échec. Crise de Cuba, nous y reviendrons d'ici la fin de semaine prochaine avec une petite activité, puisqu'ici, il s'agit bien de la seule fois où le monde a failli entrer en guerre. Alors, rapidement, je sais qu'on avait vu très vite cette petite carte de l'Europe dans la guerre. Ce que je voulais vous remontrer, c'est ce qu'on appelle le rideau de fer. Ici, ce que je vous montre avec le petit curseur rouge. Ce rideau de fer, c'est donc la frontière hermétique entre les deux blocs en Europe. Personne ne passe. On ne peut pas passer. Ici, nous sommes sur une frontière fermée. Vous voyez qu'on la retrouve aussi au niveau de la Finlande et au niveau de la Grèce. En bleu et jaune, vous avez tous les États qui sont plutôt ralliés au bloc occidental, c'est-à-dire au bloc de l'Ouest autour des États-Unis. Nous avons des membres de l'OTAN, comme la France, la Belgique, le Royaume-Uni. Ces États ont aussi accepté l'aide financière du plan Marshall. Et de l'autre côté, à l'Est, en rose, nous avons les États du bloc communiste qui forment une sorte de tampon protecteur. Vous voyez là, je l'entoure. Autour de l'URSS. C'est-à-dire que l'URSS ici a la possibilité de se protéger. Si l'Europe de l'Ouest veut attaquer l'URSS, elle est obligée de passer par la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie ou encore la Bulgarie. Je laisse de côté la Yougoslavie qui est dans une situation un petit peu particulière. Alors, regardons un petit peu plus précisément l'Allemagne. Dernière carte, le monde dans la guerre froide. Ici, vous revoyez de nouveau, hop, petit curseur rouge, vous avez notre rideau de fer qui coupe l'Europe en deux. Cependant, il serait envisageable de créer ce rideau de fer un petit peu partout dans le monde. Alors, sur cette carte, vous avez les principaux lieux, ici, avec mes petites étoiles, les principaux conflits et crises liés à cet affrontement de guerre froide. Vous, vraiment, ce que vous devez retenir, c'est Cuba, 1962, ensuite la Corée 1950-1953 et enfin la guerre d'Indochine et du Vietnam, puisque dans cet espace nous sommes dans un conflit de 1945 à 1975. Nous y reviendrons quand nous ferons la décolonisation et comme ça vous comprendrez pourquoi Indochine. Mais donc guerre du Vietnam 1963-1973. Vous voyez que certains pays sont en jaune. Ces pays en jaune, comme l'Indonésie, l'Inde, vous avez aussi l'Afghanistan, vous avez aussi l'Égypte,
sont des États nouvellement indépendants. Ce sont des anciennes colonies qui ont accédé à leur indépendance juste après-guerre. Ces États refusent d'intégrer la bipolarisation due à la guerre froide. Ils refusent de se mettre sous la coupe des USA ou de l'URSS. Ils viennent de devenir indépendants. Ce n'est pas pour de nouveau être dominés par un État extérieur. Donc ils décident de s'allier entre eux et de créer un troisième bloc. Ce troisième bloc, on va l'appeler de plus en plus le tiers-monde. Cependant, ne faisant pas le poids au niveau économique et politique, ce tiers-monde est rapidement laissé de côté. Fin de la guerre froide. Alors, 1947, je vous ai dit, la guerre froide commence. Donc, de 1947 à 1989, on va dire à presque fin de la guerre froide, les relations internationales oscillent entre des moments de très forte tension, c'est-à-dire où les deux grands sont au bord d'un déclenchement de conflit, avec des moments de détente, c'est-à-dire des moments où les États vont s'apaiser, les relations entre les États vont s'apaiser et vont être moins tendues. Pourquoi ? Parce que déjà, le monde ne peut pas être en tension pendant plus de 50 ans, ce n'est pas possible. Et puis parce qu'à l'intérieur de chaque bloc, on va avoir une opposition de plus en plus forte à chaque grand. Si je prends l'exemple du bloc de l'Ouest, la France va de plus en plus prendre son indépendance des États-Unis et elle va se rapprocher du bloc de l'Est. Dans le bloc de l'Est, même chose, l'URSS va devoir faire face à une révolte en Tchécoslovaquie en 1968 et à partir de là, elle ne peut donc pas continuer de la même manière à s'opposer aux États-Unis. Donc déjà, première chose, chaque bloc s'effrite et chaque bloc est moins solidaire. Deuxième chose, 1989, vous voyez, j'avais mis une sorte de symbole d'explosion. 1989, c'est la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin va précipiter la fin de la guerre froide, puisque premièrement, il affaiblit le bloc de l'Est, qui va disparaître en 1989, puisqu'avec l'ouverture de cette frontière, beaucoup d'habitants du bloc de l'Est vont passer du bloc de l'Est vont passer à l'Ouest. L'URSS n'étant plus à la tête d'un bloc, très rapidement, elle va perdre de sa puissance et elle va éclater en 1991. À partir de là, les États-Unis étant tout seuls, il n'y a plus de guerre froide, mais les États-Unis, on ne peut pas dire qu'ils aient gagné réellement cette guerre froide, ils gagnent parce que l'URSS disparaît.